Pendant que le Forum économique et mondial et ses élites, ainsi que les banques centrales et ses élites aussi, font le forcing pour imposer une monnaie centrale numérique, vous, de l'autre côté, vous souffrez de l'inflation, la plus haute depuis 40 ans. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts pour certains, pour beaucoup de gens en France, et pour la plupart des gens, il y a des dépenses qui sont de plus en plus contraintes, restreintes. Eux, pendant ce temps-là, ils veulent nous vendre cette monnaie centrale numérique avec un joli paquet cadeau autour, évidemment, pour bien nous berner. Une monnaie qui va donc permettre un traçage parfait de toutes vos transactions, de toutes vos dépenses, sans même que vous ayez à le demander. Alors que dans le même temps, elle ne vaudra toujours rien, comme toutes les fiat. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que ce projet de monnaie numérique centrale et comment vous pouvez vous en protéger. Je vous en parlais dans la vidéo sur le Grand Reset où je vous expliquais en fait ce qu'était le projet du Forum économique mondial et du fait que on est très loin du complot puisqu'en fait tout est sur leur site web et qu'ils se réunissent pour définir l'avenir du monde, toutes ces personnes dont la plupart ne sont pas élues en fait par les peuples qui sont censés représenter. Mais bon, ça, on va même pas en parler. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Et donc, la monnaie centrale numérique était le deuxième point que j'ai abordé. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie numérique et pourquoi est-elle centralisée? Il y a certaines personnes dans le milieu de la crypto-monnaie qui pensent que l'expérience de la crypto-monnaie, tout ça, dont on ne connaît pas toujours le créateur à la base de l'algorithme du Bitcoin, le fameux Satoshi, tout ça pense que c'est une expérience à titre général de cette future monnaie numérique et que donc derrière toute la crypto-monnaie, il y aurait un ou des gouvernements qui s'amuseraient à tester le principe pour voir comment réagisse la population. Alors ce qu'on peut constater, c'est que les gens sont très demandeurs de la crypto-monnaie, mais pour une raison principale, en fait peut-être même deux raisons. La première, c'est s'affranchir du gouvernement. Et donc ça, c'est à pousser pas mal de gens à investir. Et la deuxième, c'est évidemment gagner de l'argent facilement. Parce que s'il n'y avait pas ce côté-là, on peut facilement se imaginer que la crypto n'intéresserait pas grand monde. Et donc cette technologie dite de blockchain, c'est sur ça que va se baser la monnaie centrale numérique. Et donc tout comme la crypto, elle va offrir une traçabilité parfaite de toutes les transactions. Et avec cette traçabilité, avec cet accès à cette monnaie numérique, puisque le but c'est qu'elle remplace le cash intégralement, eh bien le truc c'est que l'accès à votre argent va dépendre du bon vouloir de votre gouvernement, voire de votre banque. On l'a constaté dans le monde de la crypto récemment, lorsque vous avez votre argent qui est sur un exchange centralisé, c'est-à-dire un broker, un courtier dont vous n'avez pas la clé privée d'accès à votre portefeuille, eh bien en fait en réalité votre argent ne vous appartient pas puisque si le courtier décide de suspendre les retraits, de suspendre l'accès à votre compte, eh bien vous n'avez qu'une seule chose à faire, attendre. Et alors que là, eh bien, il risque de se passer la même chose. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, on peut se dire, aujourd'hui, c'est déjà le cas d'une certaine manière, la banque peut bloquer l'accès à votre compte, mais c'est des choses qui n'arrivent quasiment jamais, qui ne sont jamais arrivées dans les 50 ans d'histoire récente en Europe. Il n'y a pas de banques qui ont bloqué l'accès au retrait de tous leurs clients. Le fameux bank run est arrivé par le passé dans certains pays, mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui arrive régulièrement et couramment. Ça, c'est la grosse différence. Et puis, dans tous les cas, si vous avez retiré votre cash, vous avez du cash. Donc, le fait de retirer le cash, d'avoir du cash en main, c'est l'équivalent d'avoir la clé privée d'accès à votre portefeuille dans l'univers de la crypto-monnaie. Et bien là, avec le projet de monnaie centrale numérique, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez probablement pas cette clé privée puisque ça va être la banque qui va gérer votre portefeuille pour vous. Vous aurez accès à ce portefeuille et l'inconvénient majeur de cela, c'est que du coup vous perdez davantage. En fait, vous ne gagnez rien dans l'histoire. Aujourd'hui, vous avez déjà un compte bancaire, vous avez déjà de l'argent dessus, et donc tout ça fonctionne. Et le fait de passer sur une monnaie numérique centrale ne va rien vous apporter comme fonctionnalité supplémentaire. La fonctionnalité supplémentaire est plutôt pour l'organisme central qui le met en place, qui va pouvoir lui surveiller l'intégralité de vos transactions de manière
automatique. Évidemment, le côté crypto-monnaie et indépendance du gouvernement a émergé et on a vu que ça avait son grand intérêt dans des situations récentes, notamment pour les Russes qui ont vu leurs actifs gelés, sans aucune décision de justice, mais juste parce qu'ils sont russes, qu'ils ont une nationalité d'un gouvernement qui fait un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Eh ben, on va bloquer vos avoirs. Voilà, donc ça c'est le problème de la centralisation qui existe déjà et on l'a vu avec l'histoire des Freedom Truckers du Canada qui, lorsqu'ils ont reçu des dons, le gouvernement a estimé qu'il ne fallait pas soutenir des personnes qui manifestent et donc ils ont bloqué l'accès à certains aux comptes qui devaient destiner à recevoir les dons pour soutenir ces conducteurs qui manifestaient. Alors il est vrai que ces deux situations, ces deux exemples que je donne, si on a 10 ans ou 15 ans en arrière, on n'a pas eu d'exemples comme ceci, aussi énormes, inquiétants et flagrants, mais force est de constater que quand il y a des tensions politiques, sociales ou des personnes que l'on veut cibler en particulier pour des raisons politiques ou autres, eh bien c'est déjà quelque chose de possible de bloquer, geler les avoirs. Et là, il faut comprendre que le fait d'avoir une gestion centralisée de la monnaie, ça va donner 10 fois plus de pouvoir au gouvernement. Alors évidemment, la crise sanitaire a habitué beaucoup plus de gens à faire du paiement sans contact. Ne touchez pas les billets. À un moment donné, on vous a fait croire que c'était sur le billet peut-être que se propageait le virus quand la psychose était à son apogée. Donc le mois dernier, il y a eu une réunion à Davos. Les experts abordent ce sujet avec Julia Chatterley de CNN lors d'une table ronde au Forum économique mondial. Les banquiers centraux et les régulateurs ont souligné que de nombreuses crypto-monnaies ne sont pas vraiment à la hauteur de la partie monnaie. Le Bitcoin peut être appelé une pièce de monnaie, mais ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une réserve de valeur stable, a déclaré la directrice du Fonds monétaire international. Elle a aussi dit que certaines crypto-monnaies s'apparentent davantage à un système pyramidal, à l'ère numérique, car elles ne sont pas adossées à des actifs réels. Alors là, évidemment, on peut rigoler doucement parce que les devises, la fiat, l'euro, l'USD, est-ce qu'ils sont adossés à une devise réelle, à un actif réel derrière? Non, depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1974, il n'y a plus le fameux étalon or, et donc il n'y a plus de valeur en or équivalente à la masse monétaire en circulation, derrière chacun des dollars ou des euros. Donc il n'y a pas d'actif réel derrière les devises. Donc cet argument n'est pas valide. Évidemment, elle déclare qu'en contrepartie, les monnaies centrales numériques seront soutenues par le gouvernement et seront stables. Alors, il est vrai que ces monnaies seront probablement beaucoup plus stables que certaines crypto-monnaies, et encore pas toutes. On peut citer quand même l'USDC qui est le stablecoin, on va dire le plus fiable, et peut-être celui avec la plus grosse capitalisation. Lui n'a souffert d'aucun problème, en tout cas jusque-là. Et lui est censé être collatéralisé entièrement avec du dollar derrière. Donc, le truc, c'est que les gouvernements affichent une stabilité dans leur monnaie, mais derrière, cette stabilité, elle se paye de différentes manières, notamment au prix de l'inflation. Et c'est ce qui était reproché au fiat, notamment à l'encontre des personnes qui utilisent du Bitcoin, parce que le Bitcoin est anti-inflationniste. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin, il n'y a pas d'effet d'inflation sur le nombre de bitcoins. Après, la valeur du bitcoin évolue, mais le nombre de bitcoins, lui, on n'imprime pas de plus en plus de bitcoins, ce qui fait qu'on ne dilue pas sa valeur. Alors que les fiat, en apparence, $1 ou €, c'est toujours €, mais en réalité, on le voit avec l'inflation, avec les conséquences de cette impression de masse, eh bien, €, aujourd'hui, ça va valoir moins dans le futur à cause de l'inflation. Donc la valeur de votre euro, en réalité, n'est pas si stable que ça. Et on a eu même une phrase assez folle du gouverneur de la Banque de France qui estimait que qui disait qu'il y avait des tests qui étaient déjà menés avec des monnaies centrales numériques depuis plusieurs années, que ces tests-là étaient concluants et que donc il estimait que d'ici 3 à 5 ans, ça serait en place. Yet generalized, but they could be, let's say, the next 3 years. I am also a believer that will come in 5 years, yes. Il faut bien comprendre avec cette monnaie centrale numérique, c'est que les choses vont probablement aller très loin. Et je vous peins le tableau, et encore une fois, ça peut paraître
négatif ou conspirationniste pour certains, mais je pense que c'est pas du tout de la science-fiction à ce stade. Donc l'idée, une fois que vous avez votre identité qui est reliée à votre compte bancaire, qui est reliée à une monnaie centrale numérique, l'idée c'est que, par exemple, si votre voiture est mal garée, que vous recevez une amende, c'est que ça va être débité directement sur votre compte puisqu'on sait comment y accéder. Et de la même manière, lorsqu'il va probablement y avoir un crédit carbone par personne, c'est-à-dire un droit à polluer en fonction du déplacement, du nombre de déplacements que vous avez par mois, etc., avec une taxe si vous dépassez cela, si vous prenez trop l'avion, si vous faites trop couler l'eau, je ne sais quoi, et bien pareil, tout cela, votre consommation, tout ça va être centralisé, numérisé, automatisé, et on débitera automatiquement votre compte en fonction des crédits carbone que vous devez payer pour compenser l'utilisation que vous en avez faite. Donc on va en fait bien au-delà du simple côté pratique d'avoir une monnaie centralisée. Derrière, l'utilité, elle n'est pas pour vous, mais elle est bien pour ceux qui veulent organiser tout cela. Il suffit de regarder ce qui se passe en Chine parce que malgré tout, ils ont tendance à être précurseurs sur ce genre de mesures. C'est un pays innovant, cet aspect-là. Et on voit bien que ils peuvent bloquer certains citoyens, les opposants politiques, et c'est très facile de vous effacer quasiment comme ils effacent certaines parties de l'histoire, comme ils réécrivent certains aspects de l'histoire dont les citoyens savent pertinemment qu'ils n'ont pas le droit de parler. Et bien là, de la même manière, on pourra effacer une personne, lui supprimer son identité numérique et ses moyens de subsistance parce qu'il n'aura plus accès à ces transactions et donc il sera tout simplement suspendu de tout accès à la vie. Alors évidemment, ça ne va concerner que les personnes qui créent du trouble, ça ne concernera peut-être pas vous et moi dans notre quotidien, mais jusqu'où iront-ils ? Jusqu'où iront-ils ? C'est la vraie question, parce que au-delà de la facilité à ponctionner et à automatiser différentes dépenses sur les comptes des citoyens, on peut aussi imaginer que derrière les choses aillent plus loin pour des raisons, admettons au hasard, sanitaires. Vous n'avez pas fait le bon rappel, pour utiliser un mot qui ne sera pas censuré par YouTube. Vous ne faites pas le bon rappel, on va suspendre votre compte parce qu'on estime que vous devez faire ce rappel. Voilà. Donc c'est pas de la science-fiction à ce stade, ça ne l'est plus malheureusement, mais c'est bien une des conséquences et un des risques possibles d'une monnaie numérique centrale. Et on peut lire sur le Forum économique mondial, qui ne s'en cache pas, que la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Comme disait Churchill, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Et c'est là que nous revenons au rôle de l'or. En période inflationniste, l'or revient toujours sur le devant de la scène et dans les esprits. Alors, l'or, pourquoi est-ce qu'il revient sur le devant de la scène? C'est que c'est cette classe d'actifs qui a une valeur dite refuge. C'est-à-dire que, évidemment, comme aiment s'en moquer souvent d'autres personnes, l'or, vous ne pouvez pas le manger, vous ne pouvez pas nourrir votre famille avec, ça ne génère pas de revenus nécessairement. Enfin, en tout cas, ça dépend comment ça peut en générer, mais bref, l'or, ça reste une valeur refuge. Et c'est considéré comme la valeur refuge ultime. Il n'y a pas plus ultime comme valeur que l'or. Parce que l'or, c'est reconnu, alors il y a différentes raisons. Il y a le côté utilitaire, industriel de l'or ou de l'argent, mais il y a surtout le fait que depuis la nuit des temps, l'or est vu comme quelque chose qui a beaucoup de valeur, même si objectivement, ça pourrait être un autre métal. L'or n'a pas de caractéristiques intrinsèques qui le rendent particulièrement précieux ou rare. Mais voilà, c'est comme ça. Ça a été un choix de l'humanité depuis longtemps. Ça brille, en plus c'est sympa. Voilà, mais donc du coup, quand il y a de l'inflation, quand il y a de l'inquiétude, les gens se tournent vers l'or. Parce que tout le monde sait depuis très longtemps, je vous invite à relire notamment des livres sur la crise de 1929 par exemple,
avec la crise des tulipes qui a eu lieu aussi précédemment. Lisez des livres sur les grandes crises financières et économiques et vous allez comprendre que vos euros et vos dollars, ou si vous vivez dans un pays d'Amérique latine, vous le savez, ou dans d'autres pays en ce moment, par exemple on peut citer la Turquie, si vous vivez dans des pays comme ça, vous savez que les devises de votre gouvernement, elles ont une valeur aujourd'hui, elles ont peut-être une valeur à peu près identique la semaine suivante, mais le mois d'après ou dans 6 mois, vous n'avez aucune garantie de la valeur future. Ce qui fait que dans ces cas-là, et quand il y a une panique au niveau en Europe ou aux États-Unis, les gens se tournent vers ce qui a une valeur garantie, l'or. Alors ici, attention, je dois préciser aussi un truc. Quand je dis valeur garantie, les gens font souvent l'erreur de croire et en tout cas d'exprimer la valeur de l'or en euros, par exemple, de dire 100 grammes d'or, ça vaut tant d'euros. Mais ça, c'est une manière de penser qui est erronée, puisque le but d'avoir un actif comme l'or, c'est qu'il a une valeur intrinsèque. Donc c'est pas parce que 100 grammes d'or, ça vaut à peu près, par exemple, 6 000 euros aujourd'hui, et que demain, ça va en valoir 5 000, que l'or a forcément perdu de sa valeur. 100 grammes d'or, c'est toujours 100 grammes d'or. C'est juste que exprimé en euros, ça vaut moins. Mais c'est pas pour autant que c'est l'or qui a perdu de la valeur. Ça peut être aussi, et c'est une des théories des gold bugs, les gens qui sont à fond sur l'or, ça peut être aussi tout simplement que c'est la valeur de l'euro qui a diminué parce qu'elle a été diluée avec l'impression monétaire. Donc l'or voit sa valeur en euros diminuer, mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est l'or qui baisse, c'est peut-être l'euro qui baisse. Voilà. Donc attention parce que voilà, on est forcément obligé d'exprimer l'or avec une valeur numérique en face, mais ce n'est pas toujours très pertinent. Parce que imaginez que l'euro disparaisse, qu'il n'y ait plus jamais d'euros, vous vous en moquez de savoir combien ça vaut en euros l'or après ce coup-là. Vous allez juste vouloir savoir combien ça vaut dans la nouvelle devise et vous aurez toujours 100 grammes d'or. De la même manière que si vous avez acheté un appartement, un T3 dans le centre-ville au premier étage, vous aurez toujours un T3 dans le centre-ville au premier étage. Et que ça soit exprimé en euros ou en je ne sais pas quoi, finalement, c'est pas très important. Donc c'est vraiment le côté valeur intrinsèque des choses. Alors évidemment, les élites, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pour vous un monde numérisé où le métaverse joue un rôle prépondérant, où votre monnaie est numérique et où bien sûr vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc eux, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent massivement de l'or. On voit Warren Buffett qui investit dans des entreprises qui minent de l'or. Alors là-dessus, je peux vous citer plusieurs actions qui sont particulièrement bien placées pour ça. Vous avez notamment Barrick Gold qui est l'une des plus ou la plus grosse au monde si je ne dis pas de bêtises. Vous avez Wheaton Precious Metals qui est pareil une entreprise, une minière assez bien placée, une très grosse minière qui est d'ailleurs pas que sur l'or. Et donc il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont spécialisées dans l'extraction de ressources minières de matières précieuses. On voit qu'en 2021, les banques ont acheté 82% d'or de plus qu'en 2020. Donc elles achètent beaucoup plus d'or. Elles veulent backer au maximum leur devise pour essayer de rassurer probablement le grand public vis-à-vis de la valeur des euros et peut-être pouvoir assumer de basculer vers une monnaie centrale numérique et avoir un minimum de collatéral de valeur derrière. Je vous mettrai en lien cet article où vous pourrez retrouver les achats d'or effectués par quelques pays dans le monde. On voit que l'Égypte a été le plus gros acheteur du monde au premier trimestre de cette année en ajoutant 44 tonnes à ses réserves. La Turquie qui a ajouté 37 tonnes, donc voilà, en lien probablement avec sa devise qui vacille, elle essaie de la stabiliser. L'Inde qui a ajouté 6 tonnes supplémentaires, l'Irlande qui a ajouté 2 tonnes supplémentaires. Voilà, donc les pays achètent de l'or et les avoirs nets ont augmenté de 84 tonnes au premier trimestre 2022. Comme on l'a vu, ça a plus que doublé l'expansion de réserves d'or de la Banque centrale. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger de tout ça, pour limiter l'impact qu'aura ou cette monnaie centrale numérique sur vous? La première des choses, ça va être d'avoir le moins de devises possible. Donc de ne pas avoir des choses qui sont trop liées à la devise, donc de ne pas avoir de cash, pour être très clair, et donc de préférer
des actifs ayant une valeur intrinsèque. Qu'est-ce qu'on retrouve comme actifs ayant une valeur intrinsèque? Il n'y en a pas 50 000. Le premier, ça peut être tout simplement d'acheter de l'or, tout bêtement. Donc d'avoir, de manière traditionnelle, dans un patrimoine, on recommande d'avoir 5 à 10% d'or ou d'argent dedans. Donc ça peut être une bonne première chose à regarder si vous n'avez pas de matières précieuses dans votre patrimoine aujourd'hui. Il existe plusieurs manières d'acheter et de posséder cet or. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici dans cette vidéo, ça serait un peu long. Mais voilà, sachez qu'il est possible de l'avoir en physique, pas en physique, de l'avoir à distance, en local. Il y a plein de possibilités. Même dans l'univers de la crypto, il y a aussi une crypto spécialisée là-dessus qui détient de l'or derrière réellement. Donc ça peut être fait au travers de la crypto aussi. Deuxième actif qui a de la valeur, ça va être des titres d'entreprise, des titres de qualité. Il vaut mieux, dans un monde dans lequel nous évoluons et vers lequel nous allons dans les prochains mois, les prochaines années probablement, il vaut mieux avoir des titres d'entreprise de qualité, de grandes entreprises les plus solides possibles que d'avoir du cash. Un équivalent, si vous devez vous donner 50 euros, vous donnez 50 euros de part d'une société type Air Liquide pour prendre cet exemple-là, il vaut absolument mieux avoir des parts d'Air Liquide qui est par exemple une grande société multinationale, spécialisée, rentable, bien gérée et tout ce que vous voulez. Donc ça fait partie d'une shortlist, une liste au Père Noël de 5, 10, 15 titres de très grande qualité que vous serez content d'avoir même dans 20 ans. C'est vraiment dans cette optique-là, à la Warren Buffett, de vous dire ok, cette société-là, est-ce que je serai content de la posséder dans 5 ou 10 ans? Et si c'est le cas, vous l'achetez pour ses qualités intrinsèques et évidemment pour sa capacité future à générer du bénéfice, parce que c'est ça qui fait aussi la qualité du titre. Et il y a des entreprises comme celle-ci qui s'illustrent de manière tout à fait remarquable depuis des dizaines d'années et qui sont des leaders dans leur secteur. Et donc, à ce stade de la situation, il vaut mieux avoir des titres de ces sociétés-là plutôt que d'avoir du cash, sans aucune hésitation. Autre actif qui a de la valeur, bien sûr, l'immobilier. Alors l'immobilier, il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui sont contre. Dans les commentaires sous la vidéo, j'ai toujours les deux, ceux qui sont fans, ceux qui investissent, ceux qui ont compris aussi comment ça marche, parce que je vous dis que quand on sait comment ça marche l'immobilier, on aime bien parce qu'en général, c'est une manière de se créer de la valeur du patrimoine, de s'enrichir ou des revenus, ça dépend comment on le fait et quel est le besoin. Et ceux qui n'ont pas compris, qui ne voient que la spéculation, que le prix, que le c'est cher, que le tout ça, et qui ratent forcément une partie de la réalité. Donc, malgré tout, peu importe ce qu'on en pense, l'immobilier, ça reste une réserve de valeur. Et bien sûr, plus son emplacement sera dit exceptionnel, plus la réserve de valeur sera bonne et sera fiable. Si vous achetez un appartement dans le centre de Paris, ça a probablement plus de capacité à tenir ou à prendre de la valeur dans le temps que ce même appartement au fin fond du 9-3 parce que là-bas, la valeur, elle va plutôt aller dans le mauvais sens. Donc cette question-là est très importante, c'est toujours de connaître la valeur future de votre actif. Donc l'or, on sait qu'il a une valeur intrinsèque par lui-même, les actions, on sait qu'elles sont évaluées en fonction de la performance de l'entreprise, et l'immobilier, c'est typiquement en fonction de son emplacement, ça va être un des facteurs principaux qui influence la valeur. Autre et dernier aspect de tout ça, dernier actif, et probablement celui qui a le plus de valeur, c'est vous en fait. Vous êtes un actif et ce que vous savez, vos compétences, c'est l'actif le plus précieux. Je dis souvent ça avec le temps, mais le temps on peut pas en gagner plus, on peut pas le cultiver. Mais les compétences, elles, on peut les cultiver. Vous pouvez apprendre et savoir faire des choses. Si par exemple vous suivez une formation pour, je sais pas, devenir data analyst aujourd'hui, ça a une valeur sur le marché. C'est quelque chose qui est monétisable et donc si vous rentrez dans ce milieu professionnel, cette profession-là, que vous gagnez en expérience, eh bien dans 3, 5 ans, 10 ans, vous pouvez devenir quelqu'un qui a de l'expérience en tant que data analyst et donc avoir une rémunération qui progresse. Donc ça, c'est un actif qui a de la valeur. Vos compétences, il ne faut pas les négliger parce que c'est l'actif qui a probablement le meilleur rendement
le meilleur rendement sur investissement, c'est-à-dire quand vous investissez dans vos compétences, c'est là que vous obtiendrez le meilleur résultat possible parce que c'est ça qui vous permet, notamment après d'avoir des compétences pour décrocher un job bien payé, pour investir dans l'immobilier intelligemment ou pour acheter des titres en bourse qui vont payer dans le temps. Voilà, c'est vos compétences. Donc ne négligez jamais ça. Si jamais ce que je viens de dire sur la monnaie centrale numérique vous fait peur, pensez comment je peux devenir moi plus compétent. Comment je peux développer des compétences qui vont me rapporter de l'argent. Des compétences qui vont faire que j'ai de la valeur sur le marché, que je peux aider une entreprise, que je peux résoudre des problèmes pour des gens et comment je fais pour résoudre des problèmes qui ont le plus de valeur possible. Si vous réfléchissez comme ça, leurs questions de banque centrale numérique, ils feront ce qu'ils veulent, de toute façon on ne peut pas les en empêcher. Mais vous, à votre niveau, vous aurez de la valeur et vous aurez de la capacité à pouvoir réinvestir, à pouvoir bouger, à pouvoir vous élever. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en savoir plus, en ce moment, j'ai une série de vidéos gratuites où je vous parle de ça, où je vous parle de liberté financière. Je vous mets le lien. C'est l'académie, c'est mon académie dans laquelle j'explique ces différents piliers que sont l'immobilier, la bourse et la création d'entreprises en ligne. Pour moi, c'est la compétence la plus facile à développer. Je vous explique tout ça. Regardez le lien si ça vous intéresse. Dans tous les cas, portez-vous bien, réfléchissez à ça et je vous dis à très bientôt. Salut!